Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire, en fait, qui clôture toute une série de rencontres que nous avons effectivement pu organiser avec la Direction régionale des douanes de Bretagne. Vous avez été à chaque fois très nombreux à suivre ces réunions qui ont traité notamment les 3 précédents qui ont traité le Brexit, signe qu'effectivement, bien, ce sont des sujets qui vous occupent, vous préoccupent, sur lesquels vous avez besoin de précision et sans doute aussi d'être rassuré. Donc, voilà, j'espère qu'effectivement, à chaque fois, eh bien, vous y voyez plus clair, même si de notre côté, c'est pas toujours facile, effectivement, de répondre à toutes les questions parce que les réponses ne sont pas encore disponibles. Voilà, donc voilà, encore une fois, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Je vais vous faire une petite présentation rapide de Bretagne Commerce International. Vous êtes maintenant nombreux à nous connaître depuis maintenant longtemps. Vous savez que nous sommes effectivement, Bretagne Commerce International est une équipe d'une 40aine de conseillers au siège à Rennes, dans les CCI localement, dans chacun des 4 départements. Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner dans votre développement à l'international, hein, que ce soit export, import, investissement à l'étranger, en conseil individuel, en action collective. Alors, il est vrai que 2021 fut une année très, très particulière. Les actions collectives, les salons notamment, n'ont pas pu être maintenus. Mais vous avez été nombreux à nous interroger sur, voilà, toujours… L'activité à l'international a été soutenue toute l'année. En matière de formalités internationales, elles n'ont pratiquement pas baissé, en tout cas pour certains secteurs d'activité. Elles ont été maintenues, donc nous avons connu une activité toujours soutenue hein, tout au long de l'année. Les services de formalité internationale ont assuré la même qualité de service pendant le confinement qu'en situation normale. Donc c'est plutôt rassurant. Nous n'ignorons pas que, quand même, que certaines activités ont quand même été un petit peu plus touchées. Mais voilà, nous avons fait le maximum pour rester à vos côtés, à votre écoute. Et nous espérons effectivement qu'en 2021, voilà, nous pourrons reprendre le cours normal des choses, nous retrouver en présentiel, parce que si effectivement les webinaires sont appréciés, parce que finalement c'est un gain de temps en termes de déplacement, il manque quand même le petit côté un peu spontanéité, convivialité dans effectivement les échanges, les questions-réponses que nous échangeons en réunion, en présentiel. Elles sont, comment dire, elles sont quelque part mieux vécues en fait qu'en webinaire, mais beaucoup d'entre vous effectivement trouvent la solution webinaire effectivement très très bien. Donc voilà, c'est une chose qu'on a pu mettre en place, mais bon, on verra si on le maintient, sans doute en début d'année, parce qu'on n'y verra sans doute pas suffisamment clair pour refaire du présentiel. Mais très vite, effectivement, on reprendra le cours normal des choses. À noter aussi, d'ores et déjà, si vous le voulez, le premier lundi du mois de juillet, donc on vous propose toujours et encore le grand rendez-vous de l'international en Bretagne, donc l'Open de l'international. Vous en saurez très rapidement un peu plus sur la formule et le lieu. Et puis bien sûr, eh bien, vous avez, n'hésitez pas à consulter le site de Bretagne Commerce International qui est très riche d'informations, informations réglementaires, informations pays. Vous avez aussi toute l'équipe des conseillers techniques et réglementaires qui peuvent venir effectivement vous rencontrer pour du diagnostic stratégie, le déclic export ou du diagnostic technique technique du commerce international, hein, un tour d'horizon de vos pratiques et vos documents export. Voilà, donc nous sommes une équipe à votre service, à votre écoute. Donc voilà, il ne faut jamais hésiter à nous appeler dans chacun de vos départements. Voilà. Eh bien, avec plaisir, à présent, je laisse la parole à Christelle. Et puis, je vous souhaite une bonne réunion. Alors, pour des questions pratiques, nous vous remercions de poser vos questions par l'onglet sur le bouton questions et réponses. Christelle Ferrari y répondra à la fin de la présentation.
voilà pour l'essentiel. Donc, Christelle, je crois que je n'ai rien oublié. Je vous laisse la parole. Très bien, merci Annie pour Merci cette Christelle. introduction. Donc, bienvenue tout d'abord dans ce webinaire consacré au statut douanier et notamment 3 statuts douaniers. Donc, bonjour à tous. Je vais me présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'appartiens en fait à la direction régionale des douanes à Rennes et particulièrement à la cellule conseil aux entreprises qui a vocation en fait à vous renseigner, à vous accompagner dans vos procédures douanières à l'international. Donc on a cette mission en fait d'information et d'accompagnement auprès des sociétés, que ce soit à l'import ou à l'export. Dès lors que vous avez donc des problématiques douanières, nous sommes 2, donc moi-même et Anne Lévénez, à vous accompagner dans ces problématiques-là. Vous aurez évidemment nos coordonnées à la fin de ce webinaire. Donc, ce webinaire, ce dernier de l'année, effectivement, après toute une série qu'on a organisée avec la BCI, concerne donc ces différents statuts douaniers. Alors, pourquoi ce choix-là? Parce que il y a une très forte demande, en fait, de la part des entreprises bretonnes sur ces statuts et particulièrement sur le statut d'exportateur agréé ou exportateur enregistré. Donc, on a rassemblé ces 3 statuts dans un même webinaire en sachant qu'il faut vraiment distinguer le statut d'OEA pour opérateur économique agréé de l'autre statut avec deux spécificités, l'autre statut qui est celui d'exportateur. Ce sont vraiment 2 statuts très très distincts. Il ne faut pas les mélanger ni les confondre, même si vous verrez qu'ils peuvent présenter en fait des points communs, des dénominateurs communs d'un point de vue avantages qu'ils peuvent vous apporter. Donc, le sommaire est très simple en fait. Je vais en préambule vous présenter justement ces avantages communs aux 3 statuts et ensuite on rentrera progressivement dans une présentation de ces 3 statuts avec un premier point donc, sur le statut d'opérateur économique agréé en vous expliquant un petit peu le contexte de la création de ce label qualité, puisque c'est une certification que vous recevez par les services des douanes, avec les avantages et surtout les critères aussi auxquels vous devez répondre pour pouvoir y prétendre. Et dans un second temps, donc, on s'intéressera au statut au pluriel d'exportateur, en sachant qu'il y a 2 statuts qui cohabitent en fait aujourd'hui, exportateur agréé et exportateur enregistré. Évidemment, je vous expliquerai la différence, je dirais presque le peu de différence qu'il y a entre les deux, en sachant que ces 2 statuts s'inscrivent dans un cadre qui est celui de l'origine préférentielle. Alors pour vous, si c'est encore un mot barbare, j'espère pouvoir vous l'expliquer et vous rendre accessible en fait toute la technicité, je dirais, que l'on doit acquérir et maîtriser pour pouvoir s'engager dans des statuts tels que exportateur agréé, exportateur enregistré. Alors, ne m'en voulez pas, je parlerai sans doute souvent de sigles, sigle OEA, sigle EA et sigle EE, dans la mesure où, voilà, dans ce sommaire, je vous les ai déjà explicités. Donc, nous allons commencer par ce préambule consacré aux 3 statuts douaniers et aux avantages qu'ils constituent. Effectivement, ces statuts douaniers vous offrent déjà dans un premier temps des avantages concurrentiels à l'exportation. Ce sont véritablement des cartes de visite en fait que l'on peut faire valoir dans le cas d'une prospection à l'export, mais également auprès de clients que l'on a déjà démarchés, avec qui l'on travaille déjà. Je vous expliquerai évidemment pour chacun des statuts quels sont ces avantages concurrentiels. Ces statuts vous apportent également des simplifications
en termes de formalités douanières, alors là, pour le coup, qui sont très distinctes entre un OEA et un statut d'exportateur, qu'il soit agréé ou enregistré. Ils permettent aussi de sécuriser vos flux, puisque en amont, il y a tout un travail avec les services des douanes pour justement rentrer soit dans une démarche OEA, soit ficeler, je dirais, un dossier de demande de statut d'exportateur. Donc, il y a quand même un aspect de sécurisation de vos opérations et donc une certaine maîtrise de contrôle de vos opérations à l'international. Donc, vous voyez que, bon, là, ce sont des avantages, je dirais, communs aux deux, et on verra que chaque statut, finalement, que ce soit OEA ou exportateur, apporte aussi leur lot d'avantages là spécifiques. Donc, on va commencer par le statut d'OEA. Alors, ce statut OEA est vraiment un statut particulier. Je dirais que c'est peut-être le label, on pourrait l'appeler comme ça, un label qualité, qui porte sur vos process douane et logistique, pour faire large. Il prend ses racines en fait dans le triste événement des attentats du 11 septembre 2001 qui ont provoqué en fait une réaction de la part des États-Unis en mettant en place une procédure de sécurisation des échanges internationaux du fret en fait. Et donc, dès novembre 2001, les États-Unis ont mis en place un dispositif qui s'appelle Custom Trade Partnerships Against Terrorism, donc le CTPAT, qui a été axé exclusivement sur des questions de sécurité et sûreté du fret. C'est-à-dire qu'avant qu'un conteneur, un colis ou toute marchandise qui arrive sur le territoire américain, il faut qu'il soit assuré qu'il n'y a pas eu de risque sur ces marchandises, donc, et notamment uniquement liées à des actes terroristes. Dans un premier temps, c'était uniquement tourné sur les actes malveillants terroristes. Et ensuite, cette politique de sécurisation du fret, en fait, a été intégrée par l'Organisation mondiale des douanes, l'OMD, en 2005, qui a elle-même mis en place donc, des normes SAFE qui également a obligé finalement les États à opter pour une sécurisation de leur chaîne logistique dans ce fret international. Et en 2007, l'Union européenne a adopté donc ce statut, puisqu'on peut parler de statut de certification d'OEA. Donc, il a été conforté notamment dans le Code des douanes de l'Union en 2016, mais ce statut existe au niveau européen depuis le 1er janvier 2008. Et il s'assoit sur des critères communautaires, c'est-à-dire que chaque État membre et donc chaque service des douanes des États membres de l'Union européenne qui certifie des opérateurs avec ce statut d'OEA répondent à un même cahier des charges en quelque sorte. Donc, il y a des lignes directrices communautaires, il y a des critères communautaires auxquels chaque État membre, sur lesquels en tout cas chaque État membre s'est engagé à travers donc la délivrance de ce statut OEA chez eux. Donc, pour vous donner une petite idée en termes de chiffres, ce statut OEA, c'est un peu moins de 23 000 sociétés européennes. En France, on en est à 1800 certifiés et en Bretagne, on en est aujourd'hui à 76 opérateurs OEA. Alors, je vais vous parler des avantages, mais déjà, pour vous donner une petite idée, donc on a deux auditeurs du service régional d'audit qui gèrent ce portefeuille-là par des audits d'agrément, donc les entreprises qui souhaitent rentrer dans cette certification. Donc, ils effectuent des audits d'agrément et ils gèrent également, ces deux auditeurs gèrent les audits de suivi puisque vous êtes tous les 3 ans, en fait, joint avec par le SRA, le service régional des
audit pour voir où vous en êtes au niveau voilà, de la maîtrise des risques de vos fonctions douane et sécurité sûreté. Enfin, je parle de manière générale, je préciserai les choses évidemment un peu plus par la suite. Mais ce que je veux dire, c'est que vous restez en contact permanent finalement avec les services des douanes. On a créé d'ailleurs un club OEA en Bretagne que l'on réunit 1 à 2 à 3 fois par an. Et vous avez, je dirais, une information aussi de la réglementation, je dirais de manière privilégiée, hein, puisque vous êtes abreuvé, je dirais, par toute nouveauté réglementaire, par un canal direct en fait entre la direction régionale et donc ce club OEA, les certifiés bretons. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée quand même du type de relation que l'on peut instaurer avec une entreprise qui aurait ce statut-là. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans ce statut pour vous expliquer un peu ce qu'il recouvre. Donc, comme je le disais, c'est un label de qualité, hein, à la fois sur les processus douaniers et sur les processus sécurité-sûreté. Et l'audit qui va être mis en place va vous permettre d'évaluer ces processus, de voir un petit peu comment vous organisez ces processus, à la fois douaniers et sécurité-sûreté, comment les différents services de votre société communiquent entre eux, et est-ce que vous avez réfléchi en fait sur un modèle de contrôle interne, de lisibilité des différentes fonctions qui rentrent dans cette dimension internationale de vos activités. Donc, c'est un audit qui est très complet et je vais rentrer dans le détail de cet audit, enfin dans le détail, dans les grandes lignes parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de cet audit en 1 heure de temps. Mais je vais quand même vous dresser les lignes majeures, je dirais, de cette démarche d'audit, en sachant que le but, c'est d'instaurer une relation de confiance avec la douane. Donc, on parle même, vous voyez, de partenariat, parce que vous verrez qu'il y a quand même de beaux avantages et de facilité. Par contre, j'attire votre attention tout de suite sur le fait qu'on est vraiment dans une démarche projet. On ne devient pas OEA en 1 semaine, en fait. C'est un travail de longue haleine. Les entreprises qui ont commencé déjà et qui participent à ce webinaire le savent parfaitement. C'est une démarche qui est mobilisatrice puisque vous devez constituer une équipe projet, vous devez définir un responsable de ce projet OEA, le temps en tout cas de la démarche. C'est un vrai travail en interne qui est mobilisateur, donc en temps forcément, et puis parfois aussi en révision de process. Donc, c'est un véritable travail à la fois de diagnostic, évidemment, mais aussi de préconisations qui seront sans doute mises en œuvre dans le temps. Donc, il ne faut pas perdre de vue cet investissement que nécessite ce statut OEA. Et je profite aussi de cette slide pour vous dire que dans ce statut OEA, on va dire qu'il y a des versions light. C'est-à-dire qu'il y a 3 statuts différenciés dans ce statut OEA. On a l'OEA-S qui correspond au volet donc, sécurité-sûreté. On a l'OEA-C qui correspond à l'OEA Custom, c'est-à-dire qui concerne que les processus douaniers. Et on a l'OEA-F, c'est-à-dire F pour full, c'est-à-dire qui va comprendre les 2 volets. Donc, lorsque vous souhaitez rentrer dans cette démarche de statut OEA, vous pouvez choisir un des 2 volets ou les 2 volets au choix, en fonction de vos besoins, évidemment, et de la nécessité que ça représente pour vous. Alors, quels sont les avantages de ce statut? Alors, il y a deux niveaux finalement d'avantages. Il y a d'un point de vue économique et financier, puis d'un point de vue douanier. Alors déjà, ce que je disais en préambule, c'est que ce statut-là, il a une reconnaissance communautaire. Je vous ai dit que l'ensemble des États membres le reconnaissaient on appelle ça de la reconnaissance mutuelle. Mais cette reconnaissance mutuelle, elle a aussi un niveau
mondiale. C'est-à-dire que l'Union européenne a signé finalement des accords de reconnaissance mutuelle avec un certain nombre de pays. Donc, le pays, je dirais, qui a été à l'initiative de ce statut, finalement, les États-Unis. Donc, on a un accord de reconnaissance mutuelle avec les États-Unis, mais également avec le Japon, avec l'Andorre, la Norvège, la Suisse également. Donc, on a un système de reconnaissance mutuelle qui apporte des avantages sur le plan, on va dire, douanier en quelque sorte, puisque vous allez communiquer votre numéro d'agrément à votre client, par exemple américain, et lui pourra, sur sa déclaration d'importation, mentionner votre numéro d'OEA, ce qui va faciliter le passage en douane, ce qui va baisser et alléger le taux de contrôle aussi sur ces marchandises qui auront en fait une sorte de label qualité. Donc, on va faciliter comme ça les formalités douanières. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que rentrer dans cette démarche-là vous offre en quelque sorte un audit indépendant qui est gratuit et qui va être plutôt structurant pour l'entreprise puisque vous allez discuter avec nous, alors avec l'auditeur certes, mais en amont avec la cellule conseil aux entreprises qui va vous aider, vous accompagner à préparer cet audit-là et à travailler finalement avec votre équipe projet. Donc, c'est une démarche qui est quand même très structurante. Je parlerai tout à l'heure, vous verrez, de fiabilisation, sécurisation. Voilà, tout ça, c'est des termes qui sont importants et qui permettent de rationaliser en fait vos opérations à l'international. Ça permet, et donc de fait, un gain de compétitivité, puisque parfois on s'aperçoit que dans une organisation, il y a des doublons ou il y a de la perte de temps sur l'émission de documents qui ne sont pas forcément nécessaires, etc. Donc, on va aussi rationaliser avec vous vos process. On est là pour faire en fait du diagnostic en quelque sorte. Donc, vous pouvez avoir des retombées en termes de compétitivité. Et vous pouvez également, dans le cadre de vos prospections à l'international, jouer cette carte, puisque parfois c'est vraiment une carte de visite, et vous procure un avantage concurrentiel. D'ailleurs, on a eu des sociétés qui clairement nous ont dit nous, on veut avoir ce statut d'OEA assez rapidement parce qu'on a un client qui souhaite travailler avec nous, mais à la condition que l'on soit OEA. Je pense à certains logisticiens notamment. Donc, ça peut effectivement être un avantage concurrentiel. Et d'un point de vue douanier, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut alléger les taux de contrôle puisqu'on sera, comme vous avez été audité d'un point de vue qualité sur des process douane et logistique, vous serez sans doute moins ciblé dans les contrôles opérés sur vos opérations d'import, en fait. Autre avantage, c'est le choix du lieu de contrôle. Alors ça, c'est prévu dans le Code des douanes de l'Union, qui n'est pas encore mis en place à ce jour en France, mais ça devrait arriver, je dirais, courant juillet 2021. En tout cas, c'est ce que la direction générale nous promet. Alors, le choix du lieu de contrôle, c'est quoi? C'est tout simplement qu'en tant qu'OEA, vous pourrez dire à la douane, voilà, si vous souhaitez contrôler mes marchandises, ce sera à tel endroit. Donc, c'est vous qui allez, en fonction de vos contraintes logistiques, temps, etc., déterminer un lieu de contrôle qui sera défini à l'avance. Aussi, autre avantage d'un point de vue douanier, c'est la dispense ou la réduction d'une garantie bancaire. Lorsque vous mettez en place des régimes particuliers, style entrepôt sous douane, perfectionnement actif, perfectionnement passif, donc tous ces, on va dire, des régimes suspensifs de droits et taxes, ils sont assortis d'une mise en place d'une garantie. Donc, si vous êtes OEA, vous pourriez voir une garantie soit nulle, soit diminuée. C'est un avantage, on va dire, pécunier, là, pour le coup. Et lorsque vous sollicitez des procédures douanières, comme vous avez déjà été audité d'un point de vue qualité, on ne va pas forcément vérifier tous les points, tous les critères qui vous rendraient éligible à une procédure douanière. Donc, on va aussi alléger l'instruction en fait, de ces dossiers
de demande de procédure douanière. Donc, voilà à peu près tous les avantages que vous octroie ce statut. Alors, maintenant, je vais rentrer dans les critères et donc vous allez vous apercevoir de la dimension, qui n'est pas rien, de cet audit, puisque l'auditeur va examiner 5 critères qui sont définis, je le rappelle, par le Code des douanes de l'Union. Alors, si vous demandez que le volet douane, il y aura 4 critères qui seront examinés, donc les antécédents contentieux, la gestion des écritures, la solvabilité financière et vos compétences professionnelles en matière de douane. Si vous sollicitez que le volet sécurité, il va y avoir l'ensemble de ces critères, donc les 4 des critères douane qui vont être intégrés à l'audit, avec des allègements sur certains points, notamment la compétence professionnelle, et auquel va s'ajouter tout le volet concernant les normes de sécurité et de sûreté. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à dire que lorsqu'on a un opérateur qui nous demande un OEAS, donc sûreté, on lui dit autant faire le complet. En fait, alors évidemment, ça dépend des caractéristiques et de vos activités, mais c'est vrai que si vous partez sur de la sûreté, autant faire le full, autant faire le complet. Et ça, c'est une discussion évidemment que l'on a en amont de cette démarche. Alors, je vais balayer certains de ces critères, pas tous parce que j'en ai pas le temps et ce ne serait pas forcément utile parce que là, ce webinaire n'a pas pour vocation à rentrer dans le détail de chacun des statuts, mais vous dressez les lignes directrices qui vous permettraient ensuite de demander ou pas ces statuts. Donc, je vais commencer par le premier critère, le premier volet, qui est la sécurité des données. Donc, évidemment, les exigences sont proportionnelles à la taille de votre entreprise et du secteur d'activité. Est-ce que c'est un secteur sensible ou pas, donc avec des marchandises sensibles ou non. Donc, le SSI, donc le système, la sécurité de votre système informatique, en fait, l'auditeur va s'intéresser à votre politique générale. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'elle est formalisée? Est-ce que vous avez un référent de votre système informatique ou parfois, même en fonction de l'importance de votre société, une direction consacrée au système informatique? Est-ce que vous avez un dispositif de protection de vos serveurs, de votre réseau? Est-ce que vous avez une salle serveur? Est-ce qu'elle est accessible à tous? Est-ce qu'elle est sécurisée? Est-ce qu'il y a un système de badge d'accès? Les clés, à qui elles sont données? Qui en est responsable? Quel est votre système d'exploitation? Quels sont les applicatifs que vous utilisez? Est-ce que vous avez des postes nomades? Est-ce que ces postes nomades sont tracés? Est-ce qu'ils sont repris dans un référencement? Quelle est votre politique de sensibilisation au risque SI sur ces postes nomades? Vous voyez, donc, bon, une évaluation globale finalement de la sécurité de vos données au sein de votre société, mais aussi à l'extérieur des sociétés, puisque on a, alors je ne parle pas du piratage aujourd'hui des SI des entreprises, que je n'en ai pas le temps. D'ailleurs, c'était un des thèmes de notre club OEA au mois de septembre. Mais voilà, soyez sensibilisés à toutes les fraudes qui peuvent exister sur vos systèmes informatiques par une politique de sécurisation de ces données. Donc, notamment, je vous invite à aller sur le site de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, qui est très très bien fait et qui vous donne vraiment des guides pratiques clés en main pour justement à la fois vous former, vous sensibiliser sur ces risques liés aux données informatiques. Et donc l'auditeur, si vous voulez, il va vérifier avec vous quelles sont les mesures prises, il va identifier le cas échéant les failles ou les faiblesses de votre système de sécurité de vos données informatiques. Donc, il est aussi là pour vous accompagner, en fait. On ne donne pas l'agrément. Il y a vraiment une évaluation, d'accord? Mais il est quand même assez rare qu'on soit face à une situation de blocage, c'est-à-dire
non-réponse à un critère permettant d'accéder au statut OEA. On est vraiment dans une démarche d'amélioration de vos process internes dans le temps, en fait. C'est comme ça qu'il faut voir, en fait, l'agrément OEA, même si tout n'est pas parfait avant l'audit, c'est pas grave, vous pouvez quand même enclencher la démarche. Et l'auditeur, lui, il émettra peut-être des réserves sur certains points de vos fonctions douane et sécurité, mais à vous ensuite de lever ces réserves. Donc, on doit se projeter en fait dans une logique de progression en fait sur tous les points qui auront été diagnostiqués par l'auditeur. Donc, je poursuis sur cette sécurité des données avec la prise en compte du risque des IT, en fait, c'est-à-dire de vos technologies de l'information. Est-ce qu'elle est externalisée ou pas? Est-ce que vous sous-traitez ou pas tout simplement la maintenance de vos applications? Comment vous effectuez vos sauvegardes de données? Est-ce que, pareil, elles sont en interne et en externe? Est-ce que vous avez mis en place un plan de continuité d'activité? Bon, etc. Donc, c'est un point crucial que la conservation et la fiabilisation, en tout cas, de ces données, et également la circulation des données au sein de votre ERP, de votre système informatique commun. Comment, finalement, les unités de fret communiquent avec la comptabilité, par exemple, ou le commercial communique avec la comptabilité ou la logistique. Tout dépend évidemment de votre configuration. Donc, sur le deuxième aspect sécurité, sûreté, là, l'auditeur va porter son attention sur toute la chaîne logistique et surtout veiller à ce que les risques inhérents à cette activité logistique soient peut-être pas totalement maîtrisés, mais en tout cas canalisés. Donc, on parle de ces risques de malveillance au sens large du terme, donc le terrorisme bien évidemment, mais également tout acte de vol, détournement ou dégradation volontaire, que ce soit en interne ou en externe. Et ça vise principalement donc l'aspect logistique, qu'on soit sur le stockage, le groupage et le transport. Donc, on va voir les différents aspects dans ce volet sécurité sûreté. Donc, déjà, on va s'intéresser au contrôle d'accès, que ce soit protection périmétrique ou périphérique de votre site. Donc, comment votre site est sécurisé en fait? Est-ce qu'on peut constater ou pas des faiblesses dans la sécurisation physique, mécanique de votre site? Est-ce qu'il y a des procédures qui sont mises en place? Est-ce qu'elles sont formalisées sur le papier? Est-ce qu'elles sont opérationnelles de manière effective? Quelles sont en fait les mesures de contrôle des accès au site, à la fois pour le personnel et les visiteurs? Donc ça fait partie d'un élément qui sera vérifié sur place en fait par l'auditeur. Ensuite, on va s'intéresser aux unités de fret, c'est-à-dire comment se passent les réceptions, expéditions de vos marchandises depuis vos locaux, en fait, donc le secteur fret, on va dire, de votre site. Donc, quelles sont les mesures de sécurisation? Est-ce que vous apposez des scellés sur les moyens de transport? Est-ce que vous avez un système de géolocalisation, que ce soit du colis, du conteneur, même du moyen de transport, ça existe. Est-ce que vous avez un contrôle en 7 points de votre chaîne logistique? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces 7 points de contrôle, mais en clair, est-ce qu'il y a un responsable logistique? Est-ce que vous avez un chaînage très précis depuis la commande jusqu'au client final, donc l'arrivée de votre marchandise chez votre destinataire? Est-ce que vous avez la maîtrise en fait, du point de départ jusqu'au point d'arrivée? Et en cas d'externalisation de ce fret par des sous-traitants, est-ce que vous avez mis en place un cahier des charges? Est-ce que vous le contrôlez de temps en temps ou pas du tout? Donc ça, ce sont des points qui sont aussi abordés en amont de l'audit avec la cellule conseil et puis pendant l'audit, évidemment. Concernant vos fournisseurs de prestations logistiques, donc, on va vérifier justement quels sont les degrés de relation que vous pouvez avoir avec vos
vos partenaires commerciaux. Donc déjà, est-ce que vous avez une connaissance de l'ensemble de vos partenaires commerciaux? Des fois, on s'aperçoit que non, en fait, on ne les connaît pas forcément tous bien. Et quelles sont les exigences que vous avez vis-à-vis d'eux? C'est-à-dire, je parlais à l'instant de cahier des charges. Est-ce qu'il y a un contrat de prestation? Quels sont les éléments à ce contrat? Quelles sont les exigences que vous avez imposées à votre prestataire logistique? Est-ce que de temps en temps, vous l'évaluez en vérifiant la qualité finalement de sa prestation? En clair, quel est l'encadrement que vous avez mis en place ou pas de vos sous-traitants? Donc, tout ça, ce sont des points, encore une fois, pour comment dire, atteindre cet objectif qualité en termes de maîtrise de risque sur une chaîne logistique. Et donc, le point que je viens de présenter, c'est un des maillons en fait de cette chaîne qui, à chaque maillon, présente un certain nombre de risques. Donc, le but, c'est vraiment d'arriver, si vous voulez, à une certaine maturité dans la gestion et le traitement du risque lié à vos activités. Autre critère qui va être évalué, ce sera les postes sensibles. Alors, les postes sensibles, c'est un point sensible justement de l'audit, puisque là, si vous n'avez pas une politique claire en la matière, ça risque d'être bloquant pour l'obtention du statut OEA. Alors, qu'est-ce qu'on entend par poste sensible? En fait, le poste sensible doit être déjà défini au sein de votre entité professionnelle, c'est-à-dire qu'il repose sur un diagnostic de risque déjà. La notion de poste sensible. Après, il est défini au niveau communautaire et ces postes sensibles concernent à la fois des postes de cadre et des postes qui ont un lien en fait avec la manutention, le stockage, la circulation des marchandises. Donc, par exemple, on pourra considérer qu'un poste sensible, eh bien, c'est un poste de responsabilité au service recrutement, donc RH, dans le domaine de la sécurité ou dans le service douane, par exemple. On va estimer que ce sont des postes sensibles. Un poste affecté au contrôle et à la sécurité de votre site, c'est un poste sensible. Un poste de travail en lien donc, avec les marchandises entrantes et sortantes de votre site, c'est un poste sensible. Voilà. Donc déjà, il faut qu'à votre niveau, vous soyez en capacité de dire à l'auditeur, voilà, dans notre société, voilà les postes sensibles que l'on a identifiés. Et ensuite, lui montrer comment vous les gérez, en fait, tant au niveau recrutement qu'au niveau suivi. C'est-à-dire que dans les méthodes de recrutement, comment vous assurez que le salarié recruté ne représente pas un risque, en fait, donc, comme je le disais tout à l'heure, terrorisme, vol, dégradation, par exemple. Comment vous validez en fait le fait que ces risques-là soient nuls ou atténués. Donc, on va vous demander effectivement de mettre en place des méthodes de recrutement pour s'assurer finalement de la qualité finalement du personnel recruté au-delà de sa qualification, mais d'un point de vue justement sécurité. De la même manière, on va s'interroger sur vos personnels temporaires, comment vous les recrutez et quelles sont aussi les mesures de précaution que vous prenez par rapport à leur recrutement. Comment vous gérez le départ d'un salarié de votre entreprise? Est-ce que voilà, vous mettez en place des changements de passe, de code, la remise des clés, etc. Enfin, quelle est votre politique par rapport à ça? Donc voilà les éléments qui seront vérifiés sur cette notion de poste sensible. La maîtrise de la sous-traitance, on en a déjà un petit peu parlé, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais c'est pareil, maîtriser sa sous-traitance, c'est maîtriser toute la chaîne en fait, depuis
depuis le départ de vos marchandises dans vos locaux jusqu'à, encore une fois, l'arrivée chez votre destinataire. Donc, comment vous sensibilisez vos prestataires à ce volet sûreté-sécurité? Et est-ce qu'ils sont référencés? Est-ce que vous avez un référencement ou pas? Est-ce que vous choisissez que des prestataires, par exemple, qui soient OEA déjà, parce que certaines entreprises ont cette exigence-là. C'est pour ça que je vous en parle. Alors, concernant ce volet sûreté-sécurité, on vous demande aussi si vous avez un référent sûreté-sécurité dans votre entreprise. Comment finalement vos salariés sont sensibilisés ou formés à ces questions de sécurité, tant sur leur poste de travail informatique que dans leur déplacement interne, voire externe, évidemment. Donc, alors, ce ne sont pas forcément des procédures formalisées, tout ça. Donc, forcément, je le disais tout à l'heure, en fonction de la taille de votre entreprise, on ne va pas vous demander de bâtir une usine à gaz en créant des référentiels, en créant des fiches, en formalisant en fait un tas de procédures. Par contre, on devra quand même s'assurer d'un point de vue effectivité que votre personnel soit quand même sensibilisé. Après, ça peut prendre beaucoup de formes différentes. Il n'y a pas forcément d'impératif en termes de traçabilité documentaire de ce point de vue-là, en tout cas. On s'adapte encore une fois à la taille de votre entreprise. Donc voilà pour les critères. Évidemment, je ne les ai pas tous balayés. Alors, concernant la procédure maintenant, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, important de désigner un responsable projet au OEA qui va piloter en fait tout simplement cette démarche-là. Si vous souhaitez rentrer dans ce statut-là, ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher donc, de notre cellule, donc nous sommes 2, puisque la procédure nécessite à ce que l'opérateur remplisse un questionnaire d'auto-évaluation appelé QAE, qui est un préalable obligatoire au dépôt d'une demande de statut OEA. Et il faut savoir que ce QAE, c'est à peu près 150 questions. Donc, ce n'est pas rien, en fait. C'est vraiment du temps à passer. Donc, nous, Cellule Conseil, on peut vous aider à le remplir. On peut vous rencontrer, vous expliquer les exigences liées à ce statut et donc à ce qu'on va vous demander dans ce questionnaire d'auto-évaluation. Ce questionnaire, c'est une sorte c'est pas un pré-audit parce qu'on ne va pas loin du tout par rapport à c'est beaucoup moins poussé qu'un audit évidemment, mais on va poser un cadre qui vous permet finalement d'être éligible finalement au statut d'OEA. Puisqu'en fait, lorsque vous déposez votre demande, donc c'est une demande qui est faite sur le portail des douanes, en fait, qui est complètement dématérialisée, vous devez déposer à l'appui de votre demande justement ce QAE. Et ce QAE est examiné par ici la direction pour valider la recevabilité de votre demande. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément déployer un audit dans une entreprise en sachant qu'il y a des points déjà bloquants sur certains critères qui auront été répondus dans le cadre de ce questionnaire. Donc, c'est pour ça que ça demande un travail d'appropriation déjà de tous ces critères-là et un travail en amont avec la cellule ou quelqu'un d'autre. On n'a pas l'exclusivité de l'accompagnement. Mais voilà, ça nécessite quand même un travail en amont sur ce questionnaire-là qui vous donne une vue quand même assez fidèle de ce que peut représenter un audit. En sachant que l'audit en lui-même, à partir du moment où votre demande en ligne a été accordée, donc l'auditeur va prendre rendez-vous avec vous, il va établir avec vous un calendrier d'audit plusieurs mois, en sachant que l'agrément devra vous être remis dans un délai de 6 mois à compter de l'acceptation de votre demande d'audit, en fait.
Voilà. Donc, il y a un calendrier qui va être déterminé d'un commun accord entre vous et l'auditeur. Et à son terme, donc, il y aura une remise d'agrément. Donc, cet agrément, eh bien, il va se matérialiser par un numéro, tout simplement, que vous pourrez communiquer donc à votre représentant en douane si vous externalisez la douane pour vos déclarations d'import-export et qui puisse figurer évidemment sur vos déclarations. C'est quand même un peu le but ici, pas le seul, puisque je vous ai expliqué les autres avantages, mais voilà, vous repartirez avec un numéro d'agrément et surtout, vous resterez en contact avec voilà, les auditeurs et puis la cellule de manière assez régulière. Donc voilà, j'en ai fini, je dirais, pour cette première partie concernant le statut EEA. Alors, il est clair que ce n'est pas une présentation, encore une fois, exhaustive. Je n'ai pas abordé tous les critères exigés. Je n'ai pas, par exemple, parlé de la compétence professionnelle exigée sur le volet douane. Après, si vous avez des questions plus précises sur ce statut, évidemment, vous pouvez les poser dans le cadre de ce webinaire et revenir vers la cellule, le cas échéant, bien entendu. Donc, maintenant, on va passer sur la deuxième partie qui n'a rien à voir, encore une fois, avec le statut EEA. On va s'intéresser donc au statut d'exportateur, donc aux deux statuts qui cohabitent aujourd'hui dans la sphère export, puisque en fait on est vraiment ici tourné vers l'exportation. Ces deux statuts, donc exportateur agréé et exportateur enregistré, s'inscrivent tout d'abord dans le cadre de la notion en fait d'origine préférentielle. Et avant de vous présenter les deux statuts EA et EE, je suis obligée de vous présenter, de vous expliquer en fait ce qu'est l'origine préférentielle. C'est vraiment essentiel parce que sinon vous risquez de confondre pas mal de notions et ça va vous donner un cap, en fait une ligne directrice pour savoir si c'est intéressant ou pas pour vous en fait. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je rentre dans ces demandes-là de statut? Alors, il y a finalement, en termes d'origine, il y a deux notions. Il y a d'un côté l'origine préférentielle, ça va être notre sujet, et d'un autre côté, on a l'origine non préférentielle. Alors, il n'y a pas de slide là-dessus, mais je vais quand même vous expliquer ce que c'est. L'origine non préférentielle, c'est une origine que toute marchandise a forcément, puisque c'est son identité, sa nationalité, plus exactement, économique. Un produit sera toujours produit dans un pays. Donc, c'est ce qui fait son identité économique. Ça, c'est l'origine non préférentielle. Si vous voulez mettre du Made in France sur votre produit, eh bien, on ira examiner un règlement communautaire qui est spécifique à l'origine non préférentielle et qui vous permettra, le cas échéant, d'apposer le Made in France sur votre produit. Mais ce Made in France ne va pas pour autant vous permettre d'obtenir ce qu'on appelle justement une préférence. Si vous ne rentrez pas dans une exportation faisant l'objet d'un accord de partenariat économique avec l'Union européenne, le Made in France ne vous apportera rien. En fait. Alors, rien d'un point de vue douanier, bien entendu. Donc, c'est cette distinction qu'il faut vraiment faire entre l'origine non préférentielle, c'est-à-dire hors accord de partenariat économique, et ce que l'on va voir maintenant, l'origine préférentielle, qui rentre justement spécifiquement dans l'ensemble des accords qui ont été signés entre l'Union européenne et un certain nombre de pays et territoires tiers, ce qu'on appelle des APE, des accords de partenariat économique avec l'Union européenne, et c'est de cela que l'on va parler, et qui permettent justement d'obtenir des avantages. Alors, avantages tarifaires préférentiels, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cadre de ces accords, vous allez ne pas payer du tout ou de manière minorée les droits de douane à l'importation. Alors, dans un sens,
et dans l'autre, ou dans un sens ou dans l'autre. Pourquoi? Parce que les accords signés avec l'Union européenne peuvent être des accords unilatéraux, c'est-à-dire que l'Europe a décidé d'aider un pays en voie de développement et va accorder des droits de douane nuls dans un sens, d'accord? Donc, pour toutes les importations dans l'Union européenne, et vous pouvez exporter dans ce pays-là, mais pour autant, votre client continuera à payer les droits de douane. Ou alors, on a ces accords bilatéraux où on aura cette réciprocité en termes d'avantages tarifaires, c'est-à-dire en termes d'annulation ou de minoration de droits de douane. Voilà. Donc, on va se situer dans ce cadre-là des accords signés entre l'Union et donc un certain nombre de pays tiers. Donc, lorsque vous travaillez avec un pays, il est intéressant de savoir si ce pays a signé un accord déjà. S'il n'a pas signé d'accord, ça ne sert à rien de se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'un statut d'exportateur? Puisque de toute façon, il n'y a pas d'accord. Donc, il n'y aura pas de préférence tarifaire sur les droits de douane. Donc, ça, c'est un premier point. Ensuite, dans le cadre de cet accord, eh bien, il va falloir que vous justifiez l'origine communautaire de vos produits, parce que cette préférence justement tarifaire que je viens d'expliquer, elle est conditionnée au fait que le produit que vous exportez est bien d'origine communautaire. Voilà. Et donc, il va falloir déterminer et comprendre justement comment ça marche, comment je peux certifier, parce que c'est un peu l'objectif quand même de ce statut, comment je peux certifier que mon produit est bien originaire de la communauté européenne. Et ce statut me permettra justement d'auto-certifier, de justifier cette origine communautaire, puisqu'en fait, la preuve de l'origine est apportée donc, par des certificats d'origine. Pour certains, ils les connaissent très bien, notamment le UR1, l'ATR avec la Turquie, mais aussi la déclaration d'origine sur le document commercial, ce qu'on appelle la DOF, DOF, donc c'est une déclaration, une mention tout simplement que vous mentionnez sur votre facture et qui vous permet donc de justifier et de donner la garantie à votre client partenaire que vos produits sont bien originaires de la communauté. Et donc, avant de vous présenter les différents statuts, qui est, en fait, ça ira assez vite sur les statuts, je dois vous expliquer comment ça marche. Comment vous pouvez auto-certifier vos produits d'origine communautaire. Alors, on va rentrer un peu dans cette mécanique-là. Je vais essayer de ne pas être trop technique, parce que c'est pas le but, ce n'est pas de vous noyer. Au contraire, je vais essayer d'être assez synthétique et vous donner les clés, justement, de lecture de la détermination de cette origine. Alors, la première étape, c'est de partir du code SH des produits. Alors, encore un sigle. Le code SH, c'est le code douanier, en fait. Chaque produit a un code douanier composé, on va dire, de 6 chiffres minimum. Les 6 premiers chiffres, c'est le langage universel dans le monde douanier, en fait. Tout le monde se comprend sur les 6 premiers chiffres. Donc, avant de commencer un travail sur l'origine, il faut que vous ayez en face de chaque produit ce code douanier. Sinon, on ne pourra pas commencer à travailler. Donc ça, c'est important, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de se poser la question, comme je vous le disais, est-ce que le pays vers lequel j'exporte, est-ce qu'il y a un accord avec l'Union européenne? Donc, s'il y a un accord, on continue. S'il n'y a pas d'accord, on s'arrête tout de suite. Ça ne sert à rien. S'il y a un accord, on va aussi se poser la question, mais alors, mon produit, finalement, mon client, il va payer combien de droits de douane dessus? Si le taux de droit de douane est à 0, ça ne sert pas à grand-chose de certifier l'origine communautaire, puisque de toute façon, qu'il soit d'origine communautaire ou pas, il n'y a pas de droit de douane qui est appliqué sur ce produit-là, sur ce code douanier. Donc, il faut déjà aller voir dans l'accord considéré si mon produit
ben, il est concerné déjà. S'il y a un taux de droit de douane dessus, donc vous voyez, ce sont déjà 2 éléments ici qu'il va falloir regarder avant de rentrer dans la démarche de demande de statut. Donc, je dirais qu'à l'instar du statut EEA, vous voyez qu'il y a quand même une démarche en amont d'éligibilité à rentrer dans ces statuts d'exportateur et de valider cette démarche en amont. Parce que des fois, on vous dit, bah non, écoutez, soit il n'y a pas d'accord, soit bah, votre produit, le taux de droit de douane est déjà 0, donc il n'y a pas, voilà, vous n'avez pas à solliciter ce statut. Ou votre produit, quand je regarde l'accord, bah, il n'est pas éligible, donc de toute façon, même si vous êtes origine communautaire, il n'est pas dans l'accord, donc il subira de toute façon le taux de droit de douane. Vous voyez que voilà, ça c'est vraiment des éléments qu'il faut travailler en amont. Ensuite, qu'est-ce que l'attribution d'une origine communautaire? Alors, il y a deux situations qui se présentent en fait. Si un seul pays est impliqué dans la production de la marchandise, il n'y a pas trop de questions à se poser. Votre produit sera d'origine communautaire. Donc sur la slide, là c'est la partie gauche de la slide, on parle de produits entièrement obtenus en fait sur un territoire. Il y a vraiment une question de territorialité qui est importante. Et ça concerne principalement les animaux, les plantes, les produits minéraux. Vous produisez, je ne sais pas moi, du porc, de la volaille, de la pomme de terre ou autre. Bon, voilà, ces produits en France ou dans la communauté, on ne se pose pas trop de questions sur la notion de transformation du produit. Par contre, si vous faites intervenir plusieurs pays dans le process de fabrication du produit, c'est-à-dire que vous intégrez dans le process de fabrication des matières premières qui ne seraient pas d'origine communautaire, eh bien là, on va rentrer dans les critères d'ouvraison et de transformation, c'est-à-dire qu'on va vérifier que la transformation réalisée sur vos produits finis, en fait, donc à partir des matières premières tierces, elle est suffisante. Donc, il y a vraiment une notion de critères de transformation suffisante ou pas. Et donc, c'est le sujet des 2 prochaines slides. Donc, dans la première, je vous ai mis ce qui était une transformation insuffisante pour donner l'origine communautaire à vos produits. Donc là, en fait, on est sur des opérations simples. Ça peut être le reconditionnement, la conservation, enfin la manipulation pour assurer la conservation d'un produit, le lavage, le nettoyage, pour les textiles, c'est le repassage. Enfin, je vous ai mis un certain nombre d'opérations dites simples qui ne demandent pas d'ouvraison particulière, demandant une qualification particulière ou d'outillage particulier, et donc qui ne peuvent pas constituer une transformation suffisante, c'est-à-dire conférer donc l'origine communautaire à vos produits. Par contre, si vos produits répondent à des critères de transformation suffisante, là, on pourra effectivement dire « Ok, votre produit est bien d'origine communautaire ». Et en fait, ces transformations suffisantes sont listées dans chaque accord. Dans chaque accord, vous avez les règles d'ouvraison ou de transformation suffisantes qui sont listées dans un tableau où vous avez, colonne de gauche, justement ce code SH, donc la désignation de vos marchandises avec le code douanier, et la colonne de droite qui vous dit, ben voilà, ce produit-là fini avec ce code SH-là doit avoir été fabriqué avec ces ouvraisons-là, ces règles de transformation-là. Et ces règles-là, alors il y en a plusieurs types, elles sont cumulatives ou pas en fonction des accords. Donc là déjà, vous êtes déjà en train de comprendre que finalement, il faut aller voir dans chaque accord, chaque code douanier, d'accord, voilà, pour aller vérifier cette règle de transformation suffisante. D'accord ? Donc, par contre, de manière générale,
on a quand même des règles qui reviennent dans de nombreux accords et qui sont communes à de nombreux accords. Donc, parmi ces règles, on a évidemment, vous avez une matière première originaire de l'Union européenne, donc ça c'est très bien, c'est un bon début, je dirais. Mais si vous avez des matières tierces, eh bien, l'accord peut exiger que le pourcentage en valeur de ces matières premières tierces ne dépasse pas un certain niveau par rapport au prix de votre produit fini. Donc, ça peut être un pourcentage en valeur. Ça peut être aussi une ouvraison spécifique, notamment dans le secteur textile, où on vous demandera, voilà, il faut que telle ouvraison soit réalisée dans la communauté, sinon ce ne sera pas considéré dans cet accord comme origine communautaire. Et ça peut être aussi un changement de position tarifaire, c'est-à-dire que vous importez, je ne sais pas moi, des bananes du Cap-Vert pour fabriquer de la purée ou de la compote. Donc, vous avez des bananes qui sont importées avec, quand je parle de position tarifaire, c'est le code douanier en fait, c'est le code SH. Donc, vos bananes vont arriver avec un code et votre produit fini, votre purée, elle sera déterminée avec un autre code. Et bien ça, ce changement donc, de position tarifaire permettra à donner l'origine communautaire à votre produit. Donc, vous voyez qu'il y a une méthodologie finalement dans l'approche de cette origine préférentielle. On y va par étapes. Et encore une fois, vous n'êtes pas seul. On est là pour vous aider. Pour le coup, la cellule conseil aux entreprises est très sollicitée pour ces démarches-là. Alors, on ne va pas faire ce travail-là sur un catalogue de 4000 références. Mais par contre, on pourra vous accompagner et vous apprendre, entre guillemets, cette méthodologie pour bien veiller à ce que la mécanique soit comprise, en fait. Parce que c'est vraiment une mécanique. Donc, pour connaître les différents accords existants de partenariat avec l'Union européenne, vous avez sur le portail des douanes, donc c'est douanes-au-singulier.gouv.fr, vous avez donc une liste, et la liste exhaustive, de tous les accords qui ont été signés et qui sont classés par zone géographique. Donc là, je vous ai mis une photo du portail, en sachant que dans ces accords-là, eh bien, il y a des accords qui vont exiger un statut d'exportateur agréé et d'autres qui vont exiger un statut d'exportateur enregistré. Alors, certains pourraient se poser la question, mais pourquoi ces deux types de statuts finalement? Alors, en fait, il y a quelques années, le statut d'exportateur a été un petit peu revisité et la Commission européenne a dans l'idée de faire converger finalement ce statut d'exportateur vers un seul. Et ce serait exportateur enregistré. Alors, ne vous alarmez pas, on n'y est pas, pas du tout. Donc, tant qu'on n'y est pas, vont coexister les deux types d'exportateurs. Alors, logiquement, tous les nouveaux accords signés qui rentrent en vigueur concernent l'exportateur enregistré, qui est un statut où, déjà avec une procédure complètement dématérialisée au niveau de la procédure, et qui fait l'objet d'une base communautaire. Donc, certains ont sans doute entendu parler du REX, en fait, donc pour register exportateur. Et c'est une base communautaire qui référence en fait tous les exportateurs enregistrés. Donc aujourd'hui, si vous voulez savoir, moi j'exporte, je ne sais pas, moi vers la Cisjordanie, est-ce qu'il y a un accord? Donc je vais aller vérifier dans la zone pays des Balkans occidentaux et je vais aller vérifier quel est le statut qui est requis en fait. Est-ce que c'est EA ou est-ce que c'est EE? Donc, il y a aussi cette démarche-là. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, j'ai des listes évidemment, mais en fait, la liste des pays est beaucoup plus longue pour le statut des EA que pour les EE en fait. Pour les exportateurs enregistrés, la liste est assez courte, je vous la donnerai tout à l'heure.
Mais bon, voilà, la liste des accords est beaucoup plus longue pour le statut d'exportateur agréé. Alors, maintenant, venons à la présentation de ces deux statuts. Alors, je regarde l'heure en même temps, mais ça va, on est bon. Donc, je vais vous présenter pour chacun des statuts la définition qui est concernée, quels sont les avantages, comment utiliser ce statut, comment le solliciter. En sachant qu'ils sont très, très proches sur tous ces éléments-là, en fait, hein, sur qui est concerné, les avantages. Ce sont des statuts qui sont très, très proches. Je dirais que la seule distinction, c'est qu'ils ne vont pas concerner les mêmes accords, forcément, et ils ne vont pas... la procédure va être un petit peu différente pour solliciter le statut. C'est les deux distinctions majeures entre les deux statuts. Mais l'esprit, la philosophie est la même pour les deux. Alors, le statut d'exportateur agréé, donc c'est vraiment une facilité douanière en fait, hein, donc encore une fois dans le cadre d'accords de relations préférentielles, et il permet en fait de simplifier vos formalités d'exportation. Pourquoi? Parce que vous allez certifier vous-même vos produits comme étant originaires de la communauté européenne. Donc, ils vont vous éviter finalement de solliciter un certificat EUR1, EURMED pour chaque exportation. Vous n'aurez pas à valider et à faire viser ces certificats d'origine pour chacune de vos exportations parce que vous aurez justement fait un travail de certification de vos produits par une demande de statut auprès de la douane et qui vous permettra d'obtenir un numéro d'exportateur agréé, vous permettant de le mentionner sur votre facture ou vos documents commerciaux, ce qu'on appelle la DOF, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, la déclaration d'origine sur facture, et vous mentionnerez votre numéro d'EA sur votre facture. Donc voilà ce qu'est un exportateur agréé en fait. Alors, tout le monde est concerné. Alors, j'allais dire tout le monde est concerné avec les prérogatives quand même, ou le préalable que je vous ai exposé tout à l'heure, c'est-à-dire si vous exportez bien vers les pays concernés et qui ont signé un accord avec l'Union européenne, s'il y a des droits de douane, si votre produit est éligible dans le cadre de l'accord visé, donc du pays destinataire. Vous voyez, il y a quand même des si, hein, donc, il faut faire ce travail évidemment préalable. Donc, je vous ai donné ici une liste non exhaustive des pays concernés par ce statut d'exportateur agréé. Donc, on a toute la zone panneau-remède, on a le Mexique, le Chili, le Pérou, on a aussi tous les pays CARIFORUM. En fait, ce sont c'est un groupe d'îles océaniennes et donc vous avez aussi les pays dits ACP, c'est-à-dire Afrique, Caraïbes, Pacifique, qui rentrent dans ce CARIFORUM. Donc, je vais citer pour les plus connus la Jamaïque, Haïti, Bahamas, Suriname, par exemple. On a la Corée du Sud aussi dans les EA, mais on a aussi l'Algérie, l'Israël, la Turquie, la Tunisie, l'Islande, la Norvège, la Suisse. Enfin, bon, je ne vais pas tous les citer, je ne serai pas sans doute exhaustive. Donc, il y en a beaucoup. Donc, si vous avez effectivement des liens commerciaux avec ces pays-là, il est peut-être intéressant effectivement de solliciter ce statut d'exportateur agréé. Alors, les avantages, bon, déjà, c'est une auto-certification, c'est-à-dire que vous-même, vous garantissez à votre client déjà, mais aussi au service des douanes quand même à la marge, que vos produits sont bien originaires de l'Union européenne. L'avantage qui procure ce statut, c'est qu'une fois que c'est fait, vous êtes tranquille pour l'ensemble de vos opérations d'exportation. Vous n'avez plus à justifier au coup par coup, en fait, que vos produits sont originaires. C'est-à-dire que dans votre demande de statut, vous allez cibler les produits que vous souhaitez intégrer dans ce statut-là, parce que vous savez qu'ils sont originaires, donc vous les mentionnez. Et vous allez présenter également
dans cette demande toutes les destinations concernées. D'accord? Donc, en fait, vous allez faire une demande de statut d'exportateur agréé qui va être valable pour l'ensemble de vos exportations concernées par ces pays et ces marchandises. Et vous pourrez réaliser vos exportations de n'importe quel point de sortie de l'Union européenne. Ce sera valable sur tout le territoire de l'Union européenne, quelles que soient les modalités finalement de déclaration d'exportation que vous souhaitez mettre en place. Il vous donc, dispense, je l'ai déjà dit, de ce certificat d'origine EUR1 et autres. Il vous dispense aussi de la signature de la déclaration d'origine. Vous n'êtes pas obligé de signer votre déclaration d'origine. C'est juste une mention sur votre facture que vous pouvez formater sur votre logiciel comptable d'ailleurs. Et préalablement à son octroi, comme je vous l'ai dit, vous pouvez être accompagné donc, voilà, par différents services douaniers. Il n'y a pas que la cellule, mais on peut effectivement vous accompagner dans cette maîtrise des règles pardon, de l'origine préférentielle. Alors, comment solliciter ce statut? Donc, vous voyez, hein, j'insiste un peu lourdement peut-être, mais j'identifie un préalable en rouge, donc c'est rassuré de l'origine communautaire. Pourquoi? Parce que la douane n'a pas vocation dans ce cadre-là à vérifier ce que vous allez mentionner dans votre demande. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le rôle de valider finalement ce que vous nous déclarez. C'est vraiment de l'auto-certification. Ça n'a rien à voir avec un renseignement contraignant sur l'origine, parce que ça c'est vraiment une autre procédure. Vous allez solliciter la direction générale sur un produit en lui demandant d'engager sa responsabilité, en fait, en vous certifiant que votre produit est bien d'origine communautaire. Ici, ce n'est pas du tout le cas. C'est de l'autocertification. Donc, même si vous devez adresser une demande d'autorisation à un bureau, c'est ce que je vais expliquer là à l'instant, le rôle de ce bureau, c'est juste de vérifier que vous avez été suffisamment précis dans la désignation des marchandises, suffisamment précis dans les règles, justement, de transformation suffisante qui attribuent l'origine à votre produit, que vous avez cité des destinations qui concernent bien l'exportateur agréé, parce que parfois, voilà, il y a un mélange des genres et on peut le comprendre, vu la complexité quand même de cette origine préférentielle. Mais on ne va pas s'engager juridiquement parlant sur cette certification, puisque c'est de l'auto-certification. Donc, pour la demande de statut d'exportateur agréé, elle n'est pas dématérialisée complètement, puisque vous devez encore remplir un formulaire, même si ce formulaire est dématérialisé, même si vous pouvez l'adresser par mail au bureau compétent, mais ce n'est pas un formulaire en fait via un téléservice comme le statut d'exportateur enregistré. On est encore dans une procédure, je dirais un petit peu obsolète, mais ça va venir, hein, la dématérialisation de l'État à 100%. L'objectif, c'est 2022, donc il faut y croire. Alors, donc, vous allez déposer par mail ce formulaire. Si vous avez besoin de ce formulaire, on peut vous l'adresser, mais il est quand même en ligne sur le portail des douanes. Si vous êtes dans le département 35 et 22, il sera adressé au bureau de Rennes. Si vous êtes département 29 et 56, il sera adressé au bureau de Brest. Et ce sont les pôles de gestion de procédure, les PGP, pôle gestion de procédure, qui vont valider en fait votre demande et vous attribuer donc un numéro d'agrément. Ce qui est intéressant, c'est que pour obtenir ce statut, vous faites une demande une seule fois pour les marchandises et les pays destination donc concernés par vos exportations et auprès d'un seul bureau, donc soit Rennes et Brest. Et ce numéro-là sera valable, encore une fois, quelles que soient vos modalités de dédouanement de vos marchandises, quel que soit le point de sortie en fait, de vos marchandises. Vous pouvez très bien obtenir votre statut d'EA auprès du bureau de Rennes et déposer vos déclarations d'exportation à Roissy ou ailleurs. Enfin, voilà, ça ne pose aucun problème. Par contre, si, dans les années qui suivent, vous avez de nouveaux produits,
vous avez arrêté un produit, vous avez des destinations qui s'ajoutent à vos destinations initialement déclarées dans cette demande d'exportateur agréé. Il suffira d'adresser un avenant en fait, à votre demande de statut initial. Vous l'adressez au même bureau qui aura traité votre demande et nous, on intégrera juste les modifications ad hoc dans votre statut, mais votre numéro d'exportateur agréé reste inchangé. Il est pérenne en fait. Une fois que vous l'avez une fois pour toutes. Par contre, il ne faut pas oublier effectivement qu'il peut y avoir des changements. Alors, je pense évidemment au Brexit qui nous occupe bien en ce moment. Il y a des entreprises là qui ont des matières premières qui viennent du Royaume-Uni et qui deviennent tierces au 1er janvier. Vous voyez, donc peut-être que leurs produits finis dans le cadre d'un accord X ou Y ne seront plus communautaires au final. Voilà, donc c'est ces petites évolutions-là auxquelles il faut penser en fait et qui doivent être donc signalées par voie d'avenant donc au bureau en charge de votre dossier d'exportateur agréé. L'utilisation, donc je l'ai déjà plus ou moins présenté, donc ce numéro d'autorisation sera reporté sur votre facture. Chaque accord prévoit une mention, donc une mention, c'est-à-dire une mention d'offre, une mention déclaration d'origine sur facture. Et il faut faire attention quand même si cette mention elle est généralement la même d'un accord à l'autre, elle est quand même vérifiée dans l'accord quelle est la mention à mentionner sur vos factures. Donc, il y a les 27 versions dans les 27 langues de l'Union européenne. Et donc, je vous en ai mis une, mais souvent, elle ressemble à celle-là. L'exportateur des produits couverts par le présent, donc avec le numéro d'autorisation 2A, déclare que ces produits ont l'origine préférentielle. Voilà la déclaration d'origine qui permet de ne pas produire de certificat d'origine à l'appui de votre déclaration d'exportation. Voilà comment on utilise en quelque sorte ce statut. Voilà. J'espère que j'ai été claire sur ce premier statut d'exportateur. Maintenant, je vais vous présenter le statut 2A. Ça va aller un peu plus vite puisque en fait, vous allez voir qu'il se ressemble beaucoup, mis à part quelques détails en termes de procédure notamment. Donc, je vais vous expliquer. Ça, je bois juste un peu. Excusez-moi. Alors, concernant le statut d'exportateur enregistré, donc là, pareil, il permet des facilités douanières, il permet donc de certifier vous-même vos produits avec donc cette origine communautaire et donc permet de faire obtenir à vos clients des exonérations ou des minorations de droits de douane dans le pays d'arrivée. C'est exactement la même chose en fait que l'exportateur agréé. Seulement, il ne concerne pas les mêmes zones géographiques, les mêmes pays. Donc, et ça va me permettre aussi d'apporter une précision que je n'ai pas faite sur notre statut, mais elles sont les mêmes, en tout cas concernant cette règle-là. Je vous ai dit tout à l'heure que vous pouviez valider une origine communautaire grâce à une DOF, une déclaration d'origine sur facture. Cette DOF-là, elle est possible sans statut, mais jusqu'à un certain montant de transaction. Généralement, c'est la valeur que je vous ai mis, généralement, c'est 6 000 ou 10 000, mais c'est selon les accords, selon les pays. Donc, en dessous, un montant facture de 6 000 à 10 000 euros, vous pouvez déjà, dans le cadre de certains accords, mentionner votre DOF, mentionner votre déclaration d'origine de produit sans produire de UR1 et sans avoir le statut. Par contre, au-delà de cette valeur, vous êtes obligé d'avoir un numéro soit de A, soit de EE. Et j'attire votre attention sur un point. Parce que l'année dernière, lorsque l'accord avec les PETOM est entré en vigueur, donc les PETOM, c'est les pays et territoires d'outre-mer, beaucoup d'entreprises nous ont appelés en disant que leurs représentants en douane bloquaient le départ de leurs conteneurs parce que vous n'aviez pas le numéro REX, donc le numéro d'exportateur enregistré. C'est complètement faux, en fait. Le fait de ne pas avoir ce numéro
REX pour exporter de la marchandise n'a pas un effet bloquant et contraignant sur l'exportation en elle-même. La seule chose et le seul impact qu'il y aurait de ne pas mentionner ce numéro REX, c'est la non-obtention de préférences tarifaires par votre client à l'arrivée. Et c'est tout. Donc, il n'y a pas d'effet bloquant sur le fait de ne pas mentionner en fait, de numéro REX sur votre facture pour toutes les transactions supérieures à 10 000 euros. Alors, je tenais à faire cette précision parce que parfois, il y a quand même des confusions de genre et on veut bien assumer des choses en douane, mais souvent on dit la douane bloque notre conteneur. En fait, des fois, il faut creuser et on s'aperçoit que c'est de la désinformation de la part de certains transitaires en douane, représentants en douane. Il faut faire attention à ça. Donc ici, vous avez un panel des pays destination des produits des pays qui sont concernés par ce statut d'exportateur enregistré. Donc le premier qui a été très médiatisé, c'est le Canada. Ensuite, il y a eu le Japon, donc les PETOM, je viens d'en parler, le Vietnam, les États aussi de AFOA. Donc AFOA, en fait, ce sont une association de pays africains. Alors, je ne les ai pas tous en tête, mais j'ai dû les noter quelque part, où on a dedans, il me semble, Madagascar, voilà. Madagascar, Maurice, Seychelles, Djibouti, Soudan, Éthiopie, mais on a aussi l'Afrique australe, donc avec les Malawi, la Zambie, le Zimbabwe. Voilà, donc, et là, il faut aller aussi, je vous incite à aller sur le site Europa. .eu qui tient à jour cette liste de pays qui rentrent progressivement en fait dans le dispositif REX, notamment les pays du SPG. Donc les pays du SPG, ce sont les pays en voie de développement. SPG, ça veut dire système de préférence généralisé. Ce sont souvent d'ailleurs des accords unilatéraux qui permettent aux pays en voie de développement d'obtenir des droits de douane zéro en fait pour les importations dans l'Union européenne, mais parfois on a aussi des préférences tarifaires dans l'autre sens. Donc il faut vraiment aller voir l'évolution sur ces pays-là, sur ce site-là ou sur le site des douanes. Généralement, il y a un avis aux opérateurs aussi qui signifie qu'il y a eu le Ghana dernièrement. Entrée en vigueur de l'accord. Donc, il faut effectivement s'intéresser à cette actualité de temps en temps, puisque parfois, vous exportez depuis des années vers un pays et puis vous n'étiez tout simplement pas informé que vous pouviez faire bénéficier de droits de douane nuls à votre client. Donc, ça peut être intéressant. Donc, les avantages, comme le statut d'EA, c'est pareil. Donc, absence de documents d'origine. C'est une autorisation qui est valable sur l'ensemble du territoire de l'Union d'un point de vue formalité, quel que soit l'endroit où vous avez sollicité votre statut, vous pouvez ensuite déclarer avec ce statut de n'importe quel point de sortie de l'Union européenne, et surtout vous sécurisez aussi votre origine, puisque vous aurez réalisé un travail en amont de la même façon qu'on l'a présenté pour le statut d'EA. Donc, l'avantage indirect, c'est ce qu'on disait, c'est l'annulation ou l'amélioration de droits de douane pour votre client. Alors, pour l'utilisation, c'est la même chose que pour l'EA. Vous allez aussi mentionner une déclaration d'origine sur facture avec en référence le numéro REX. Là, je vous ai mis aussi un exemple de mention, mais attention encore une fois, elle peut diverger d'un accord à l'autre. Alors attention, parce que certaines douanes de pays de destination sont très à cheval et vérifient cette mention-là. Donc attention à être rigoureux, je dirais, dans le libellé. Pour les pays SPG, cette mention, elle figure dans une annexe d'un règlement de 2015, le 2447, dans l'annexe 2213. C'est très technique, encore une fois. Peut-être que parmi vous, vous avez des opérateurs qui sont très avancés sur la notion. Mais bon, voilà, c'est une référence qu'on pourra évidemment vous redonner ou vous repréciser. Alors, pour solliciter le statut, c'est un petit peu différent que pour le statut EA. Là, on est sur une procédure complètement dématérialisée. Vous avez donc un accès à, on va dire, un téléservice qui s'appelle Soprano.
Alors, pour avoir accès à Soprano, il faut être habilité, c'est-à-dire qu'il faut avoir un compte professionnel sur le portail des douanes et il faut avoir été habilité à ce téléservice. Donc ça, on peut le faire, soit dans les bureaux, soit ici à la cellule conseil, si vous n'avez pas déjà cette habilitation à ce téléservice. Et une fois que vous allez dans ce téléservice, vous avez un formulaire tout simplement à servir avec les catégories de produits, donc avec leur code SH, la désignation, avec évidemment les relations préférentielles visées, donc les pays avec lesquels vous allez échanger. Et donc, encore une fois, elle est déposée une seule fois pour l'ensemble de vos marchandises et pays destinataires auprès d'un seul bureau de douane. Et une fois que vous validez en fait votre dossier, le système génère un numéro de dossier qui n'est pas votre numéro REX, mais vous le recevrez ensuite soit en consultant votre portail, votre compte, soit par mail. Vous recevrez votre numéro REX qui sera pérenne aussi, comme le numéro EA. Il sera pérenne dans le temps, il restera inchangé, même si vous pouvez, une fois que votre statut est créé, modifier encore une fois le contenu de votre statut en ajoutant des produits, en ajoutant des pays. Donc, de la même façon, cette gestion de demande de numéro REX sont gérées par les pôles de gestion de procédure des bureaux de Rennes et Brest, exactement selon la même configuration que le statut EA. Donc, c'est exactement la même gestion. Donc, on arrive au terme de cette présentation de webinaire. Je vous laisse mes contacts, mais vous pouvez aussi, et je vous donne la boîte fonctionnelle du service parce que je croule sous les demandes Brexit, vraiment. Donc, si vous pouviez ne pas poser une question tout de suite sur la boîte mail. Mais je vous donne aussi la boîte PAE parce que elle est générique et plusieurs personnes travaillent derrière. PAE pour Pôle Action Économique, donc c'est PAE-Bretagne et c'est douane au singulier .finance.gouv.fr. Vous pouvez aussi évidemment poser vos questions par rapport à ces différents statuts sur les boîtes mail. Maintenant, je vais laisser Annie prendre la main et puis tâcher de répondre aux questions que vous avez posées tout au long de ce webinaire. Voilà, il y en a, merci Christelle, merci bien. Il y en a quelques-unes, effectivement, certaines de façon assez généraliste auxquelles j'ai répondu, mais plus techniques que douane, donc je vais vous en citer quelques-unes, enfin quelques-unes, toutes si on peut, parce que je pense que c'est des réponses assez rapides. En référence à la première partie, l'opérateur économique agréé, vous évoquiez l'aspect sécurité par rapport au personnel, aux salariés. Alors, une remarque d'un participant, donc effectivement, on ne peut pas, par discrétion, on ne peut pas demander trop d'informations, ni des casiers judiciaires donc des salariés. Enfin, ça dépend encore de la structure de l'employeur, mais bon. Alors, du coup, finalement, on ne peut guère que se baser sur un CV pour juger, entre guillemets, du profil du salarié. Ou est-ce qu'il y avait autre chose à comprendre dans ce que vous présentiez ? Alors effectivement, je rejoins Martine Mitema. Effectivement, on ne peut pas vérifier les antécédents professionnels d'un salarié. Par contre, il y a des mesures à mettre en place, notamment lors de l'embauche. On peut introduire une clause en fait sur la fourniture du casier judiciaire, mais juste la présentation et non la conservation de ce casier judiciaire. On peut aussi mettre une clause sur, dans le contrat de travail, c'est-à-dire que le salarié s'engage à signaler toute infraction à caractère délictuel ou criminel, dès lors qu'il est concerné. Ces moyens sont définis par l'employeur et l'auditeur pourra accompagner l'employeur justement pour travailler avec lui sur la façon dont on peut justement vérifier cet élément-là lié au recrutement et au suivi, parce qu'il y a le moment du recrutement.
mais il y a aussi la vie du salarié au sein de l'entreprise. Hein. Mais c'est un point qui a suscité énormément de commentaires et de littérature sur le sujet. Et c'est un point effectivement extrêmement sensible. Mais là, encore une fois, soit c'est une remise spontanée par le salarié du bulletin numéro 3, en fait, hein, du casier judiciaire, soit il s'oppose et on ne pourra rien faire en tant qu'employeur, bien évidemment. Mais c'est aussi peut-être créer un début de relation de confiance voilà, avec le futur salarié. Hein, mais effectivement, c'est un point qui est extrêmement sensible et sur lesquels voilà, on marche un peu sur des œufs, hein, pour être honnête. Entendu. Alors, si on a plusieurs projets de développement de la fonction douane, par exemple statut donc RDE, donc représentant en douane enregistré, OEA, entrepôt sous douane, par où est-il préférable de commencer? Alors, tout dépend de vos objectifs derrière ça, en fait. Hein. Là, c'est compliqué de répondre à une telle question comme ça parce que faut vraiment creuser, diagnostiquer sur vos activités, sur les perspectives de développement éventuellement ou les exigences de vos partenaires commerciaux. Là, je vois entrepôt sous douane, bon, c'est le plus simple, c'est une procédure, c'est pas un statut déjà. Donc, voilà, après le statut RDE est indépendant du statut OEA. On n'est pas forcément RDE pour être OEA et inversement. Alors, effectivement, aujourd'hui, je pense que tous les RDE bretons sont OEA. Mais ce n'est pas un impératif. Hein. Donc, peut-être que la procédure RDE, c'est quand même la plus légère par rapport à la procédure OEA. Est-ce qu'il faut être OEA pour être entrepôt sous douane? Pour avoir l'autorisation d'entrepôt sous douane? Non, pas du tout. Procédure? Pas du tout. Non. Non. Okay, c'était une autre question aussi. Alors, nous avons déjà le statut d'exportateur agréé. Alors, s'il y a convergence entre les deux, c'est bien noté que ce ne sera pas pour tout de suite. Devons-nous commencer les démarches de demande de statut d'exportateur enregistré dès à présent? Non, pas du tout. Sauf si demain vous me dites j'exporte vers le Canada ou le Japon. Là, je vous dis oui, forcément, puisque ils sont dans le dispositif REX. Mais non, aujourd'hui, la convergence, on n'y est pas du tout. Hein, donc, pas de précipitation si vous n'êtes pas tourné vers des pays concernés par le statut d'exportateur enregistré. Une estimation du délai pour obtenir le statut d'exportateur agréé? Rapide, ça peut être 1 jour, 8 jours. Tout dépend de la charge de travail du pôle de gestion des procédures. Alors, je ne voudrais pas insister trop, mais la période, effectivement, est plutôt Brexit qu'autre chose. On a énormément de choses à mettre en place avant le premier. Mais non, c'est très rapide. Si le dossier est bien ficelé… Voilà, ouais. Et puis ça dépend peut-être aussi de la complexité du process de fabrication. Tout dépend de la qualité, je dirais, du travail en amont que vous effectuez. Ouais. Voilà. Ouais. Ça dépend, la qualité du dossier… de la qualité du dossier dépendra aussi, évidemment, la rapidité du service à valider. Parce que c'est quelquefois très compliqué parce qu'il y a des produits finis dans lesquels entrent beaucoup de composants ou d'ingrédients en provenance de fournisseurs dans des pays tiers qui ne sont pas toujours les mêmes, qui sont pas… Et bon, moi, j'ai eu le cas de rencontrer une entreprise, effectivement, non seulement c'est un gros travail, mais compliqué parce que la traçabilité, effectivement, des ingrédients, elle est rendue parfois très difficile parce que ce n'est pas toujours les mêmes fournisseurs, ou pour peu qu'on ait un fournisseur même en UE, mais s'assurer, lui demander effectivement de valider l'origine parce que lui-même n'est pas forcément fabricant, donc il faut qu'il remonte lui aussi la chaîne. Oui. Donc c'est vrai que parfois ça peut être simple, parfois c'est compliqué, c'est vrai. En fait, et vous me donnez l'occasion justement d'évoquer la notion de déclaration fournisseur, parce que c'était une question posée avant le webinaire. Effectivement, lorsque vous avez une pluralité de fournisseurs de matières premières, il est important d'avoir une déclaration fournisseur sur ces matières premières qui va vous certifier que ces matières premières sont d'origine communautaire, par exemple. Donc ça peut être aussi un élément intéressant. Donc il y a des déclarations fournisseurs long terme, mais avant de faire cette démarche au fournisseur, il faut quand même lui dire de quel accord il s'agit, puisque lui-même, finalement, il fait une certification d'origine.
communautaire. Hein, donc, la déclaration fournisseur, elle n'est pas à joindre à aucun document lorsque vous allez exporter, mais par contre, elle est dans votre dossier permettant de justifier en cas de contrôle douanier, permettant de justifier comment vous êtes arrivé à l'attribution de l'origine communautaire de votre produit fini. Est-il facile de rajouter un pays ou un produit a posteriori? Oui, je pense. Oui, il n'y a aucun. Oui, voilà, c'était évoqué lors de votre présentation. Ouais. Que se passe-t-il si l'entreprise commercialise un nouveau produit avec un code SH différent? Faut-il mettre à jour l'enregistrement? Oui, on l'a évoqué ça aussi. Voilà, avec le préalable aussi que, évidemment, il soit bien d'origine communautaire. Mais oui. En fait, l'ajout de code SH et pays, c'est aussi facile que. Enfin, voilà, dans un cas comme dans l'autre. Hein. Pour le A ou le E, c'est pareil. Oui. Alors, ensuite, peut-on étendre le statut d'exportateur agréé à d'autres produits? Oui, bien sûr. On a déjà répondu, je crois. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, alors peut-il y avoir un contrôle demandant des justificatifs de l'origine communautaire sur nos produits? On a entendu que c'était une autocertification, on a un doute. Alors il y a deux aspects dedans. Oui, moi je pense, les deux réponses appellent un oui. Alors c'est de l'autocertification, comme je venais de le préciser, la douane ne s'engage pas juridiquement sur cette certification, puisqu'on n'est pas dans un renseignement contraignant d'origine. Donc, c'est bien de l'autocertification de la part de votre entreprise. Par contre, ça n'empêche pas qu'un pays, et il y en a, je vais prendre l'exemple du Vietnam, que les autorités douanières du Vietnam demandent aux autorités françaises de vérifier l'origine communautaire d'un produit de telle société. Et c'est pour ça que c'est important au sein de votre entreprise d'avoir un dossier, je dirais, origine, qui permette d'apporter les éléments probants justifiant l'origine communautaire de votre produit. Ouais. Alors oui, on peut avoir les deux statuts, ça c'est une question. Alors là, je vois pas, si on s'approvisionne en Suisse pour transformer le produit dans notre usine à Mulhouse, pour exporter au Chili, il faut aller voir ce que préconise l'accord en termes d'ouvraison. Oui. C'est parfait, tout est compris. Effectivement, en fait, on a effectivement la bonne démarche ici. On va voir l'accord donc avec le Chili, d'accord. Et puis, on va vérifier au code SH du produit exporté au Chili quelles sont les ouvraisons validant l'origine communautaire de votre produit. C'est exactement ça. Alors oui, précision, le statut d'opérateur économique agréé est-il porté par le site de production ou par le siège social? Alors, ça va être le siège social. En sachant qu'on peut avoir des sites de production déportés hors périmètre régional, puisqu'en fait, nous, effectivement, on est périmètre région Bretagne, mais on a aujourd'hui des OEA qui ont que le siège social en Bretagne et qui ont tous leurs sites de production en dehors de la région. Ça ne pose pas de problème. Et parfois, on peut se voir attribuer par délégation, tout simplement, des audits OEA. J'espère que je vais avoir répondu à la question. Effectivement, l'impact des statuts EA, EE, effectivement, pour le bénéfice des préférences tarifaires à l'importation pour le client, oui, il est exact. Alors, la différence entre les accords unilatéraux et bilatéraux, comme leur nom l'indique, c'est à double sens ou pas à double sens? Au sens unique, voilà. Donc, et le sens unique, c'est souvent plutôt à l'importation, puisqu'on va vouloir aider les pays émergents en fait en voie de développement en ne taxant pas à l'arrivée sur l'Union européenne de leurs produits. Très bien, écoutez, je crois que nous avons fait le tour. Alors, sachez que juste une dernière. Pardon. Ouais, juste, je vois qu'il y a une dernière question. Par quel service au sein des entreprises sont gérées ces demandes de statut? Pardon, je n'ai pas vu celle-là. Pardon. Ouais. En fait, je dirais, c'est en fonction de la configuration de votre entreprise. Moi, je ne connais pas votre entreprise. Parfois, on a le service comptabilité, parfois, on a le service commercial, ADV, ou service douane, quand il y a un service douane intégré.
Enfin, franchement, voilà, il n'y a pas de préalable là-dessus. À partir du moment où la personne sait de quoi elle parle, en fait, parce que C'est voilà, ça. c'est En important, fait, c'est de savoir de quoi elle parle. Et très mais souvent, c'est le seul prérequis, hein. ouais, très souvent, c'est vrai que c'est très cloisonné. Et alors, enfin, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de dire quand je rentre dans une entreprise que le sujet international concerne tous les services dans une entreprise, de près ou de loin, mais potentiellement tous les services sont concernés, en amont le service commercial jusqu'au service le DAF et RH, tout le monde est concerné. Mais c'est vrai que très souvent, c'est quand même le service ADV export qui se charge effectivement des demandes de statut d'exportateur agréé ou d'exportateur enregistré. Il y a eu une demande à laquelle j'ai répondu par écrit, c'est effectivement la pertinence de solliciter, d'accueillir un stagiaire ou un alternant pour la demande lorsqu'on veut s'engager dans la démarche de l'obtention du statut d'opérateur économique agréé. Moi, j'ai connu des entreprises qui effectivement sont attachées les services d'un étudiant et je pense effectivement que c'est vraiment une bonne chose parce que c'est vraiment une valeur ajoutée. C'est un vrai travail donc pour l'étudiant, donc c'est très valorisant. Et puis pour vous, c'est un véritable effectivement atout. Alors bien sûr, comme à chaque fois, il faut passer un peu de temps avec l'étudiant, mais comme c'est quand même un gros travail, comme l'a expliqué Christelle, ça vous aide vraiment à avancer. Et, euh, et je trouve, pour revenir sur ce statut d'opérateur économique agréé, que c'est vraiment une chance que vous avez de pouvoir le solliciter parce que au-delà de l'application dans le domaine douane, quand vous regardez, quand on regarde effectivement, quand on passe en revue tous les postes effectivement qui doivent correspondre effectivement à un critère qualité, c'est pour votre entreprise faire un audit qui n'est pas rémunéré. Hein, la douane le fait gracieusement. Alors bien sûr, il peut y avoir des frais de mise en conformité, mais c'est un audit qui vous permet de valider le bon fonctionnement de votre entreprise, de vos services. Je trouve que c'est vraiment une chance et une opportunité, une chance. Et de passer en revue le questionnaire d'auto-évaluation, ça vous donne justement une idée des postes importants qui méritent d'être sécurisés, confortés, sécurisés. Et ça, je vous dis, au-delà de l'application douane, c'est vraiment très, très important. Et Christelle Ferrari a mis l'accent sur la sécurité des systèmes informatiques. Il y a de très, très nombreuses entreprises, plus de 1000 en Bretagne récemment, qui ont été piratées. Des entreprises qui n'imaginaient même pas par rapport à leur activité ou leur localisation qu'elles le seraient. Donc tout ça, c'est effectivement extrêmement important. Voilà, donc il est donc 12h12, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas effectivement à ressolliciter donc les services de la douane, Christelle Ferrari notamment, mais pensez aussi solliciter donc vos conseillers BCI dans vos CCI. Hein, nous avons effectivement aussi la réponse à pas mal de questions. Ça permet aussi de soulager un petit peu sur les services de la douane qui sont effectivement extrêmement sollicités sur la question Brexit. Nous-mêmes aussi, on voit qu'il y a quand même beaucoup de demandes qui arrivent. Voilà, il y a des questions sur lesquelles un petit peu d'ordre général, transversal, sur lesquelles pour lesquelles on peut vous répondre. Tout ce qui est beaucoup plus technique, effectivement, on en laisse le soin à la douane. Mais voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis, eh bien, nous clôturons finalement nos webinaires 2020 sur ce sujet donc, des statuts douaniers. On va se retrouver très vite 2021 avec la douane, avec d'autres intervenants sur l'aspect aussi TVA, toujours au rendez-vous. Les premiers, comme je vous le disais en introduction, auront de nouveau lieu en version visio parce que, bon, malheureusement, je pense qu'on ne sera pas sorti d'auberge d'ici quelques mois. Mais voilà, on sera toujours là. Et pensez donc consulter le site BCI, l'agenda, la rubrique fonds documentaires. Et puis voilà, nous solliciter les uns et les autres. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Voilà. Merci Christelle pour toujours Je vous en prie, merci pour merci pour l'organisation de ce webinaire et puis merci pour votre écoute. Vous étiez nombreux aujourd'hui et surtout n'hésitez pas à revenir voilà, vers nous si vous avez des besoins sur ces différents statuts. Nous sommes à votre disposition. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.